Bienvenue sur Cambium, le podcast de l'agroforesterie. L'agroforesterie, le terme est nouveau, les pratiques sont aussi vieilles que l'agriculture. C'est un système qui est intensif en production de ressources, qui peuvent être alimentaires ou non, et finalement qui permet d'optimiser l'usage de ressources naturelles. L'agroforesterie, c'est remettre en interaction les arbres, les sols, les animaux, et rassembler les acteurs de l'agriculture et de l'environnement. Pour sortir de la dépendance au pétrole, pour accroître la productivité alimentaire, pour contribuer à la régulation climatique, l'agriculture a une arme puissante, c'est l'agroforesterie. Faire de l'arbre un allié de notre agriculture, c'est le principe de l'agroforesterie. Au travers de ce podcast, suivez Étienne lors de ses rencontres avec ceux qui la mettent en pratique au quotidien. Cette émission vous est proposée par l'Association française d'agroforesterie. Bonne écoute! Dans l'épisode précédent, on a vu comment Philippe Dillard a réussi à transformer l'arbre en véritable atout pour sa ferme. Plus qu'une contrainte, c'est devenu une ressource et même une production à part entière. Mais en réalité, il n'aurait jamais pu faire ça tout seul. Parce que valoriser les haies, ça demande du matériel, des compétences et surtout des débouchés. C'est là que les CUMA entrent en jeu. Ce sont des outils hyper puissants pour structurer de vraies filières locales autour de ces ressources. Alors concrètement, comment on construit cette filière ? Quelles machines sont utilisées et à quel coût ? Comment on s'organise collectivement pour que ça fonctionne ? Pour en parler, on retrouve Philippe Dillard, éleveur en Normandie et président de la CUMA Énergie et Territoire, ainsi que Fabien Balaguet, directeur de l'Association française d'agroforesterie. Eh bien, bonjour à tous les deux. Bonjour Philippe et Fabien, merci d'être avec nous pour cette deuxième partie et qui a vocation à regarder ce qui s'est passé au-delà de la ferme. Donc, merci à tous les deux. Bonjour Étienne, bonjour Philippe. Bonjour Fabien, bonjour Étienne, bonjour à tous. Alors Philippe, la dernière fois, on s'est laissé en parlant de ta ferme et des différentes valorisations de l'arbre sur ta ferme. Et aujourd'hui, on aimerait comprendre le cheminement. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé de l'échelle de la ferme à l'échelle de la CUMA ? Comment est-ce que cette transition, elle s'est faite et en réaction à quels besoins ? Donc en fait, quand je vous ai expliqué tout à l'heure que l'exploitation s'est mise à fournir du bois pour une chaudière locale collective, il y avait 50 tonnes de bois à fournir. Et la seule déchiqueteuse disponible, c'était celle d'Eden, d'énergie durable en Normandie, et c'était une déchiqueteuse manuelle, alimentation manuelle. Donc très rapidement, on s'est aperçu que quand même 50 tonnes de bois à passer avec les bras, c'est très physique, c'est très bien pour le sport, mais ça peut pas durer. Donc en 2010, on a fait appel avec la Fédération des CUMA de Haute-Normandie à des machines qu'on appelle des broyeurs, des déchiqueteuses à grappin, donc avec grue à grappin. Et donc, une CUMA, la CUMA Innov 61 dans l'Orne, a répondu favorablement à notre demande et est venue faire des démonstrations de ce type d'engin chez nous, parce que ça n'existait pas, on ne connaissait pas ces outils-là en Seine-Maritime, enfin en Normandie. Et donc, ils sont venus plusieurs années nous faire des chantiers, et donc de quelques agriculteurs, à chaque fois, il y en avait d'autres qui se greffaient, et donc la filière a commencé à prendre forme. En 2012, on a créé la CUMA Énergie et Territoire, la CUMA Énergie et Territoire, c'est comme ça qu'elle s'appelle, que je préside depuis sa création à l'époque. Et donc, on était 13 agriculteurs pour créer cette CUMA à l'époque. Et donc, évidemment, à 13, on n'était pas en mesure d'investir dans cette machine qui coûtait très cher à l'époque. Donc, on a continué avec la CUMA de l'Orne à travailler. Et puis, en 2015, on était suffisamment nombreux et on avait suffisamment de travail pour pouvoir se permettre d'investir. Et donc, en 2015, on a eu notre première déchiqueteuse à grappin. Et donc, on est autonome de ces machines-là depuis cette époque-là. Et de fil en aiguille, l'aventure, elle a grandi. Et aujourd'hui, j'ai environ 300 adhérents et clients qui se servent de nos machines, puisqu'on ne fait pas que du déchiquetage aujourd'hui avec la CUMA Énergie et Territoire, on fait d'autres choses que je développerai tout à l'heure. Et donc on rayonne sur la Seine-Maritime, principalement Seine-Maritime, l'Eure, on borde l'Oise, la Somme et les Yvelines. Des territoires qu'on aide à peut-être un jour à ce qu'ils aient leurs outils, parce que eux, pour l'instant, n'ont pas les outils. C'est pour ça qu'on les intègre à notre plan de travaux.
Eh bien, est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui quelles sont les activités développées par la CUMA et quels services vous offrez? Donc la CUMA offre des prestations de services, donc c'est des prestations de services avec chauffeur, donc le matériel et les chauffeurs spécialisés sont en charge de tous les travaux. Donc il y a le déchiquetage, donc pour faire du broyage, qu'on a complété après par un combiné bois-bûche. Donc ça, c'est un combiné pour faire du bois-bûche à partir de grumes, puisqu'on avait des gens qui sont dans cette filière, dans la filière bois-bûche. Donc on a un chauffeur qui est dédié avec cette machine-là à faire ces prestations-là. Assez rapidement, depuis 7 ans, certains agriculteurs m'ont interpellé en me disant c'est un petit peu dommage, Philippe, on met des grosses grumes par moment dans le broyeur alors qu'on aurait besoin de planches pour réparer nos bâtiments. Ce serait peut-être bien qu'on achète une scierie. Donc on a acheté une scierie mobile. Donc ça fait 7 ans qu'on a une scierie mobile qui, pour les arbres les plus nobles, vont servir à faire du bois d'œuvre et à faire des réparations sur les fermes ou ailleurs. Hein. Donc voilà, donc c'est une prestation qu'on offre aujourd'hui. Depuis 1 an, on a démarré une activité de broyage rapide pour faire du BRF, du bois raméral fragmenté ou du déchet vert. Enfin, ce qu'on appelle le déchet vert, c'est des choses qui ne vont pas qui sont des fermentescibles et qui peuvent permettre d'être remis dans les plaines comme du compost et tout ça, ça permet d'ensemencer, de ne pas perdre encore la matière. C'est les fermentescibles. Et puis, depuis cette année, depuis décembre, on a fait l'acquisition d'un porteur forestier avec un grappin-scie, donc une grue avec un grappin qui permet de tronçonner, élaguer, entretenir des têtards à la bonne hauteur, élaguer à une douzaine de mètres, entretenir les haies et surtout transporter la matière coupée sans la déposer au sol, la transporter, l'extraire du champ qui peut être humide, mais c'est le champ aussi qui peut être semé avec du lin, des betteraves ou une autre culture dans 2 mois. Et si le tas de branches est encore là en attente dans le champ, il va gêner. Donc là, ça permet d'extraire tout de suite, dès l'entretien, le tas, de le préparer ailleurs, de l'exporter à l'heure, là où il sera le plus facilement plus facile de le reprendre, voire le recharger directement dans des camions si c'est nécessaire. Donc aujourd'hui, on gère de l'amont jusqu'à l'aval de la filière en termes de prestations. On est capable de faire quasiment tout sur les biomasses, liées à l'entretien de la haie et du bois. Et donc Philippe, si je comprends bien, encore une fois, avec un arbre, vous faites plusieurs produits. Il n'y a plus aucun déchet vert. Est-ce que tu peux nous détailler peut-être, au-delà de ce dont tu avais déjà parlé la dernière fois, hein, le bois énergie, est-ce que tu peux nous détailler les autres usages, peut-être plutôt à destination des particuliers également? Alors, les autres usages du bois, on les a développés un petit peu sur l'exploitation. Donc, il y a cette partie énergétique pure, hein, ce que j'ai cité, la partie paillage pour les replantations aussi. Donc, il y a du bois aussi qui part pour aider des plantations d'arbres à se faire chez d'autres, avec les bassins versants notamment, voilà, quand il y a des plantations qui sont faites. On essaye de favoriser le bois bocager, puisque ce sera, quand les agriculteurs plantent, l'idée c'est quand même qu'ils se rendent compte que plus tard, leur propre bois servira à faire de nouvelles plantations. Donc à la base, on repaille avec du bois bocager. Et puis ça reste un des paillages les plus efficaces, hein, l'arbre aime le bois, la fameuse litière forestière. Exactement, ça paille bien, et comparativement à d'autres substrats, c'est plutôt très, très, très bon. Sur l'exploitation, donc on a redémarré une époque, on le fait un petit peu moins aujourd'hui, ça dépend un petit peu de la main-d'œuvre disponible sur l'exploitation. On triait de la plaquette pour faire de l'allume-feu qu'on mettait en sac pour vendre en grande surface à des particuliers et tout ça. Donc on avait toute une gamme de produits qu'on vendait en direct, donc qui faisait la promotion du bois bocager aussi également.
Maintenant qu'on a la scierie mobile sur l'exploitation, bah, quand on a des arbres, des grumes ou des arbres d'exception, enfin des arbres qui sont un petit peu particuliers, qui tombent ou tout ça, bah, on essaye de les passer sur le banc de scie et d'en faire des plateaux à destination de la décoration, de l'ameublement, pour faire des tables, des tables basses, des éléments de décoration internes. Ça marche pas trop mal. Voilà, ça permet encore une fois parler avec les clients, de leur expliquer qu'ils ont une pièce de bois qui vient de là, et surtout que leur pièce de bois, elle est unique. Ils mettent ça dans leur maison et personne aura la même, c'est la leur, euh, avec ses beaux dessins et ses belles finitions. Donc voilà, donc ça c'est un développement qu'on a fait en interne parce que je suis tout petit peu, un petit menuisier, surtout pas ébéniste parce que j'en ai pas la prétention. Et donc ça veut dire que bois tordu, bois foutu, en fait, ça dépend comment on voit les choses. Ah non, bois tordu, bois très beau, bon, ça rime pas, mais non, non, c'est bois tordu. Moi, dès qu'une grume est un petit peu tordue, tarabiscotée et tout ça, bon. Mon sieur me dit souvent, me dit, ouais, mets-moi plutôt ça au broyeur. Je préférais le voir au broyeur. Moi, j'ai dit non, tu vas me le scier parce que ça doit être joli dedans. Et souvent ça se confirme, c'est très joli. On peut faire de très belles choses. Et en prix de revient par rapport à du bois en magasin, donc on va pas citer de marque ni de distributeur, mais ça donne quoi le bois à la ferme là? Alors le bois à la ferme, déjà, l'idée c'est pas d'être concurrent. On n'achète pas de bois pour faire ça. On n'est pas concurrent, on n'est pas compétitif par rapport aux scieries, par rapport à tout ça. L'idée, c'est de faire des petits aménagements. Les gens font une terrasse, on a des essences qui peuvent être adaptées à ce genre de choses. Donc, on fait des petits garages pour les gens quand ils ont du petit bricolage à faire. L'idée encore une fois, c'est pas de faire de faire de la masse. Le faire, c'est de faire du pratique et de valoriser des choses qui, de toute manière, seraient parties en confetti. Donc c'est ça le but. Et puis de faire connaître la filière. Après, on n'a pas d'ambition à devenir des multinationales du bois bocager. Quand tu vends une planche, il y a quand même une plus-value derrière. Bah, les gens font une économie par rapport à c'est moins cher que dans le commerce, puisqu'à la base, le bois, il est perdu. Donc on ne l'achète pas. Donc ils sont contents parce qu'ils payent moins cher. Nous, on est contents parce qu'on sort du bois et ça permet de faire travailler le salarié, le sieur sur la machine, de valoriser la machine. Voilà, donc il y a un équilibre également financier qui s'opère sans que ce soit prohibitif comme on peut retrouver dans les créneaux de la décoration, parce que oui, je vois bien, les tarifs sont sans aucune mesure avec ce qu'on peut trouver dans le commerce, on va dire ça comme ça. Donc maintenant, on a une bien meilleure compréhension des différentes activités, mais pour comprendre un peu à travers des chiffres clés, par exemple, aujourd'hui, la CUMA, elle emploie combien de personnes? Donc aujourd'hui, la CUMA emploie 3 personnes à plein temps, 3 personnes à plein temps, et une personne à 60% du temps. Voilà, bah, au gré des activités qui viennent se cumuler, et ben ça permet on a 3,5 équivalents temps plein aujourd'hui à peu près sur la CUMA. Et donc, c'est tous des chauffeurs qui ont leur expertise avec une machine en particulier. Enfin, comment ça s'organise à ce niveau-là? Ah oui, ça c'est primordial. Alors certains chauffeurs peuvent faire plusieurs activités, hein, mais sinon ils ont la responsabilité de leur machine. Et ouais, ça permet, parce que c'est quand même des machines très, très, très spécifiques, très, pas compliquées, mais il faut une certaine dextérité avec des grues et tout ça pour manier ces machines-là. Donc déjà, il faut aimer le bois. C'est la première des choses, parce que c'est pas non plus dédié à tout le monde de piloter ces machines-là et de passer des heures. C'est pas toujours dans une cabine. Une scierie mobile, par exemple, on est plus souvent un petit peu dehors qu'à l'intérieur. Ça peut être bruyant, c'est dangereux, voilà. Donc on a la chance d'avoir
des opérateurs qui sont passionnés du bois, qui sont très autonomes, parce qu'évidemment, ils rayonnent, ils ont leur voiture, une remorque derrière, et ils sont autonomes quasiment dans leur déplacement et dans leur gestion du chantier, même si on les aide pour les plannings et tout ça, mais sinon, il faut vraiment que c'est eux qui sont sur le terrain. C'est nos forces vives, c'est vraiment eux qui, si on n'avait pas eux et leurs compétences et leur sérieux, on n'en serait pas là non plus, hein. Et on aurait arrêté depuis longtemps. Mais l'ACUMA a la chance d'avoir des opérateurs qui sont passionnés, voilà, et qui font bien leur job, qui prennent soin du matériel, parce que c'est des machines qui coûtent très cher, et qui travaillent très bien. Et la partie, on va dire, gestion des plannings, administration, c'est du coup les membres de la CUMA qui gèrent ça, ou comment vous arrivez à que ce soit pas trop lourd? Alors, dans les premières années, jusqu'à il y a 2 ans, c'était principalement moi et les chauffeurs. Aujourd'hui, il y a plus d'activités, comme j'ai cité, il y a plus d'activités. Donc aujourd'hui, on a fait appel à un logiciel, on a quelqu'un qui s'y connaît en informatique dans la CUMA, et on se sert d'un logiciel de flotte qui était plutôt dédié à des plombiers ou d'autres corps de métier qui n'étaient pas forcément du tout dédiés. Et donc, on utilise ce programme-là où on rentre toutes les informations des adhérents et tout ça. Il y a des cartos qui s'inscrivent pour chaque chauffeur. Et donc, chaque chauffeur, il sait ce qu'il a à faire. Et après, il a des tablettes. Ils ont des tablettes pour noter les heures directement après la facturation. Ça s'en va en facturation par voie électronique. Donc, ça simplifie drôlement le travail, et surtout, ça permet d'éviter des oublis de telles personnes, parce qu'on est passé à côté. Voilà, parce qu'on travaille quand même sur un territoire assez important, et voilà, des chantiers, il y en a un petit peu partout. Est-ce que tu pourrais nous communiquer certains chiffres clés pour qu'on ait une idée un peu des volumes que ça représente aujourd'hui, ces différentes activités de la CUMA, en termes de volume de bois, volume de déchiquetage? Ouais, donc j'ai coutume pour mon assemblée générale de sortir des graphiques depuis 2010, hein, qui tous les ans se cumulent. Et on me les demande toujours, parce que j'aime bien avoir ça comme exemple pour représenter ce que ça peut faire. Parce que c'est vrai que les branches et les branchettes, souvent, on m'a dit, ouais, c'est rien du tout, voilà. Mais le cumul des branches et des branchettes, ça peut faire quand même pas mal d'énergie. Alors, je vais vous citer juste deux ou trois chiffres. Les déchiqueteuses à grappin qu'on a utilisées depuis 2010, depuis qu'elles sont arrivées au niveau de la CUMA jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on a broyé avec ces broyeurs-là, si tout avait été en chaufferie, on considère pas, on oublie l'histoire du paillage, c'est juste pour avoir l'image de ce que ça représente. Si tout avait été substitué à du fioul, tout ce que mes 300 adhérents et clients ont passé dans ces broyeurs-là depuis 2010, aujourd'hui, ça représente environ 227 000 mégawattheures, soit presque 100 000 tonnes de bois. Hein, donc, c'est 100 000 tonnes de bois, sous forme de branches et de branchettes, de bois perdu en fin de compte, hein, qui sont passés dans les broyeurs. Ça fait environ 69 000 tonnes d'équivalent CO2 évitées. Et puis, j'ai un autre petit chiffre que j'aime bien faire aussi. Je compare toujours, j'essaye de remettre ces branches et branchettes à l'échelle d'une forêt. Représentez-vous une forêt. 1 hectare de forêt, c'est environ 100 arbres à l'âge adulte. D'accord ? Vous imaginez 1 hectare, 100 arbres. Ces 100 arbres, moi je considère qu'ils peuvent faire 8 tonnes à peu près. Un arbre fait 8 tonnes. Donc 100 arbres, 8 tonnes. Vous avez 800 tonnes à l'hectare de bois. Voilà. Et bien en fait, quand je divise les 100 000 tonnes
depuis 2010 sous forme de branchettes qu'on a. Ça représente l'équivalent de 124 hectares de forêt. C'est comme si en 10 ans, nos branches et nos branchettes qui valaient peut-être rien pour certains, on les avait substituées à 124 hectares de forêt. C'est-à-dire que quelque part, on peut se dire qu'en ayant utilisé ça prioritairement, on a donné un sursis à 124 hectares de forêt. Voilà, c'est plus l'image qui compte. Voilà, j'aime bien utiliser ce chiffre-là. Voilà, donc ça c'est au niveau du déchiquetage. Et puis juste pour le combiner, par exemple le bois bûche qu'on a commencé en 2016, un petit peu plus tard. Aujourd'hui, le combiné, il a fait l'équivalent de presque 10 millions de litres d'équivalent fuel. On a fait 55 000 stères. On a fondu 55 000 stères avec. Voilà. Bon, j'en ai d'autres des chiffres, mais il faut pas, voilà. Non, mais c'est super, ça nous donne un ordre d'idée et ça nous montre que c'est vraiment très significatif à l'échelle d'un territoire, ce qu'on peut faire, encore une fois, avec quelque chose qui était considéré comme une charge, une contrainte pour l'exploitation, et ça devient une plus-value pour le territoire qui est quand même très significative. Alors Philippe, du coup, on comprend bien l'intérêt en termes d'autoconsommation pour les agriculteurs, mais quand les fermes sont excédentaires dans la production, quand elles n'autoconsomment pas tout, qu'est-ce qui se passe avec cette matière? Bah oui, je l'ai cité un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai en parallèle de la CUMA qui offre toutes les prestations de mécanisation de la gestion du bocage, en parallèle, il y a une structure qui s'appelle la SIC, aujourd'hui la SIC Eden, qui est une société coopérative qui regroupe des agriculteurs, des collectivités aussi. On a des collectivités territoriales qui sont dans la SIC, qui sont aussi dans la CUMA, voire même au conseil d'administration chez nous. Et donc cette structure-là, Eden, est chargée de faire la commercialisation des bois que les agriculteurs n'auraient pas l'utilité. Donc ils proposent le bois à Eden, et Eden a des contrats, notamment avec la chaufferie de Neuchâtel, de Rouen sur la petite Bouvrie. Enfin, il y a des contrats. Donc ça permet de valoriser ces bois-là en surplus dans les exploitations, qui ne sont pas valorisés dans les exploitations, dans la filière. Et aussi ce bois-là, il rentre dans ces chaufferies-là, mais comme du bois bocager. C'est-à-dire que c'est des contrats qui sont montés avec un pourcentage d'origine justifiée. Et on pousse même aujourd'hui au développement du label EHEC qui est nouveau. On a commencé à mettre ça en place chez nous en Haute-Normandie cette année, depuis juillet. Aujourd'hui, il y a des exploitations qui sont certifiées label EHEC, dont la nôtre. Le Hall des Vieilles Rues en fait partie. Et donc, on peut fournir du bois tracé, justifié d'une méthodologie pour l'exploitation, que les haies soient bien exploitées, bien taillées pour justifier une bonne reprise. Donc avec des bons outils, c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai parlé du porteur à grappinci et tout ça. Donc des outils qui vont permettre d'avoir des coupes nettes, propres, et tout ça permettre à ce que la haie se régénère très bien pour que dans une petite dizaine d'années, on recommence l'aventure, hein, on recoupe, on retaille. L'idée, c'est toujours, ce que je disais tout à l'heure, c'était de faire une production. On est dans une démarche de production, c'est-à-dire qu'on taille à l'optimum, on valorise, on laisse repousser en se disant, dans 10 ans, on recommence. Et donc ça, c'est la partie commerciale, c'est Eden qui s'en charge, et la partie label ES, c'est Eden qui s'en charge également. Donc les deux, la CUMA et Eden, fonctionnent en parallèle et en symbiose depuis des années, de toute manière. C'est une filière, en fait. Ce qui est assez passionnant, je trouve, c'est vraiment de se rendre compte à quel point la filière, elle a porté de la ferme à la CUMA, parce que Eden, c'est une des premières choses dont tu as parlé quand on a abordé la ferme dans l'épisode précédent. Et du coup, en fait, c'est de voir que ça a été un moteur à travers ce côté filière, débouché, de construire ensemble, ça a été absolument moteur, quoi. Oui, tout à fait.
Tout à fait. Et c'est moteur sur notre petit territoire autour de la ferme. C'est moteur autour un peu plus grand avec des communes que l'on approvisionne. À l'échelle d'un département ou d'une région, bah, ça va être Eden. Et puis ça va même au-delà, puisqu'on travaille avec les fédérations de Basse-Normandie et tout ça. Il y a encore 2 ou 3 jours, j'étais en rencontre de la filière bois, et on s'est que ce soit Eden, la Cuma Énergie, d'autres Cuma qui font comme nous, les Cuma éco-valoristes, des choses dans d'autres départements, Innov61, toutes ces Cuma-là, on se retrouve autour de la table pour parler de nos avancées, de nos perspectives, de nos soucis, de tout ça. Ça se fait à l'échelle de la Grande Normandie, mais ça se fait au-delà un peu assez régulièrement avec les Bretons, avec les Pays de la Loire, avec la Vendée, le Grand Ouest et tout ça. Donc en fait, on est tous dans la même démarche, cette démarche de valorisation de la haie et de pérennisation de la haie. Et Philippe, moi du coup j'ai une question. Au risque de conclure peut-être avec ça ou pas, j'en sais rien, mais euh, donc la baseline des Kuma, c'est la puissance du groupe. Je sais pas si vous voyez en dessous du logo là, le fameux baseline. Donc vous l'avez prouvé, clairement, dans tout ce que tu dis, on le voit. Euh, Finalement, qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui pour qu'on en soit à ce niveau-là partout en France? Parce qu'en fait, c'est ce qu'il faudrait. Il faudrait que chaque territoire, à l'échelle départementale ou peut-être un peu au-dessus, un peu en dessous, j'en sais rien, mais qu'on ait ça partout. Qu'est-ce qui a fait que chez vous, ça s'est fait et dans d'autres territoires, on n'en est pas encore là? Est-ce que c'est des questions de soutien politique? Est-ce que c'est des questions de subvention? Est-ce que il faut suffisamment d'agriculteurs autour d'une table? Enfin, comment tu analyses toi ça? Quels sont les critères de réussite entre guillemets? Bah, en fait, il faut un mélange d'un petit peu tout ça. Chez nous, on avait bénéficié d'agriculteurs qui étaient convaincus, d'agriculteurs qui ont voulu se lancer, qui n'ont pas hésité à prendre des risques, parce que à 13 au départ, on a quand même pris quelques petits risques et tout ça. Mais bon, on avait l'expérience de certains autres qui avaient plus d'avance sur nous, et on s'appuyait sur leurs expériences à eux. À côté de nous, on a eu quand même des territoires qui se sont engagés. Ça a été l'époque le Pays de Bray, qui avait un bocage et qui voyait bien qu'il fallait qu'il en fasse quelque chose. Donc, à travers du Pays de Bray, les élus du Pays de Bray ont monté des projets, ils nous ont soutenus pour la plateforme, je l'ai cité tout à l'heure. Ils ont construit une chaudière à Neuchâtel. Voilà, il y a réellement, mais c'est un amalgame de tout ça. En fin de compte, c'est pas forcément que les subventions. Oui, les subventions, ça aide aussi, mais c'est vraiment la conviction et de se dire, bah oui, ça c'est la solution d'avenir, c'est notre solution pour nos enfants, c'est notre solution. Alors je suis en train aujourd'hui, on regarde la télévision, on est vraiment en plein cœur des inondations partout en France. C'est dramatique ce qu'on voit, et quand là, ce midi, il disait que ça va encore monter de 15 cm alors qu'il pleut plus, les gens. Et voilà, alors c'est sûr que la haie fera pas tout, mais c'est vrai que si on prend conscience que cette haie, quand on gagne un petit peu d'argent et que ça vaut le coup de l'entretenir et de la préserver et tout ça, ça va limiter fortement toute cette érosion et toutes ces vitesses d'eau et ces inondations qu'on subit aujourd'hui. Mais pour ça, il faut aussi, pour que ça vaille le coup, il faut aussi qu'il y ait des gens qui s'engagent à acheter cette matière-là. Et quand on met des chaudières, c'est ce que chez nous, la plupart ont fait, bah, ils réservent une partie de leur approvisionnement au bois bocager. Il n'est pas question que 100% viennent du bois bocager, on ne serait pas capable de fournir, mais qu'une partie soit dédiée au bois bocager, même s'il coûte un tout petit peu plus cher, parce que souvent il coûte un petit peu plus cher, mais c'est pas 3% ou 4% d'un contrat de 50 000 tonnes de bois qui va changer. Par contre, à l'échelle du territoire et du terrain, ça va tout changer. Parce qu'en fin de compte, la haie, l'agriculteur qui doute, qui n'est pas sûr, eh ben, quand je lui dis ta haie, ta tonne de bois, elle vaut 50, 70 euros la tonne, bah, regarde bien si tes branches, il faut que tu les brûles ou que tu les détruises. C'est peut-être un petit peu bête.
Et voilà, et c'est ce que j'ai coutume de dire souvent, le prix de rachat du bois bocager, c'est le petit pansement qu'on va mettre en haut sur le plateau agricole là-haut, qui va permettre d'éviter les grandes inondations qu'il y a dans le fond de la vallée et qu'il va falloir payer dans nos assurances après, et puis dans les abattages de maisons et dans tout ce qu'on vit aujourd'hui, malheureusement, et qui devient malheureusement récurrent. Donc finalement, l'agroforesterie bien faite, c'est peut-être la condition pour rester agriculteur, si j'ose dire. Puisque des éleveurs comme toi, il y en a beaucoup qui ont arrêté quand même. Ben oui, oui, mais bon, si on veut préserver les haies, il faut aussi savoir préserver les herbages. Après, on va peut-être changer d'autres débats, mais il faut aussi privilégier nos élevages, et si l'herbe, il faut bien qu'elle, pour préserver de l'herbe, et surtout de l'herbe qui, même en conventionnel, qui n'a pas besoin de pesticides ou très peu besoin d'engrais. La preuve en est, c'est que nous, on est en bio, puis on met rien du tout sur les... Donc, il n'y a pas plus facile à faire que de l'herbe. Hein. L'eau et du soleil, on en a toujours, la preuve. Voilà. Et l'herbe, au moins, elle retient un peu plus l'eau quand il y a des gros épisodes de pluie. Mais quand il y a de l'herbe, il y a aussi facilement des haies. S'il n'y a plus que des champs, pour les haies, c'est plus compliqué. Donc voilà, c'est aussi une question de politique globale qui est plus une politique territoriale. Là, on passe le cap de la nation et peut-être de l'Europe, certainement de l'Europe aussi. Même si on peut tout à fait avoir des haies dans les champs, hein, bien sûr. Mais c'est un projet, évidemment. Voilà, c'est une volonté. Et puis, ce que je trouve absolument génial avec la CUMA, c'est que vous arrivez à ramener une mécanisation appropriée pour répondre à la problématique principale qui est souvent le temps de travail, et quand même d'amener une certaine efficacité sur des exploitations qui sont de plus en plus grandes. Et je pense que ça fait partie des craintes autour de la haie, de l'arbre, c'est le temps d'entretien. Or, ce que tu expliquais avec votre porteur forestier, le grappin, et d'arriver à tailler des têtards de manière propre, enfin, pour moi, ça, c'était vraiment super inspirant, parce que vous êtes aussi en train de ramener vraiment du pragmatisme dans la gestion de l'arbre à des échelles des fermes qu'on a aujourd'hui, quoi. Donc, voilà, bravo. Eh bien, écoutez, Fabien et Philippe, merci pour ces échanges absolument passionnants. Merci d'avoir pris le temps de discuter de tout cela avec nous aujourd'hui. Merci à tous les deux. Merci à tous. Au revoir. Voilà, pareillement. Merci Philippe, merci Étienne, et vivement la suite, comme on dit. Ce que je retiens surtout de cet échange, c'est que cette CUMA permet de valoriser quasiment toute la ressource issue des haies, tout en gardant la valeur sur le territoire. Tout le monde y gagne. Les agriculteurs, bien sûr, mais aussi les consommateurs, avec des produits locaux, de qualité et à des prix accessibles. C'est aussi un vrai levier pour créer de l'emploi local. Et puis, il y a un impact écologique. Cette biomasse et l'énergie qu'elle produit viennent remplacer des énergies fossiles. Bref, un modèle qui montre qu'on peut concilier économie, écologie et dynamique territoriale. Cet épisode de Cambium est déjà terminé, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet agroforestery.fr et sur nos réseaux sociaux. Ce podcast vous a plu ? N'hésitez pas à liker et commenter cet épisode et à le partager à vos proches. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer la suite de notre aventure. À bientôt!